Donc bonsoir à tous. Merci de votre présence, merci sincèrement de votre présence. Merci Pierre, Jean-Dominique et Yann de votre présence aussi. Donc je suis accompagné ce soir de Maël, mon collègue chez Happy Capital. Nous sommes donc une plateforme de crowdfunding qui sélectionnons des projets à impact. Voilà, impact sur la vie des gens, sur l'innovation, sur la santé, la science. Et donc on est particulièrement fiers de soutenir vos projets, votre projet, messieurs, qui revêt une dimension un peu magique, hein, puisqu'il s'agit de créer des haut-parleurs basse fréquence qui vont permettre d'entendre sous l'eau aussi bien qu'on entendrait hors l'eau. Alors, je le dis avec mes mots vulgarisés, mais néanmoins tout à fait enthousiaste, parce qu'on n'a pas eu depuis longtemps un projet aussi innovant sur la plateforme, dont on en est fier, et on pense qu'il y a voilà, des applications commerciales intéressantes qui peuvent revêtir voilà, une forme d'arbitrage en la faveur d'investisseurs. Donc, pour faire court, ce projet eh bien, vous propose un investissement à partir de 600 € sur une valorisation d'1 500 000 €. On a déjà collecté 40 000 €. L'objectif est de 200 000 € et Pierre et ses cofondateurs vous décriront la destination des fonds. Mais je vous propose de leur laisser la parole. Voilà, bah écoutez, messieurs, merci encore d'être sur notre plateforme et merci pour votre confiance. Je vous laisse la parole. Merci Antoine et merci à Happy Capital, parce que sans vous, on n'aurait pas cette chance de présenter notre projet. Alors, je vais rapidement, je pense que vous pouvez mettre la présentation, donc passer au travers des différentes diapos. Alors, c'est un projet qui a une origine, et je pense que cette origine est à la base du socle technologique. Donc, il y avait deux inventeurs géniaux. Alors, il y en a un qui est là et qui va rougir, on ne le voit pas bien. Donc, c'est Jean-Dominique et Jean-Pierre. Malheureusement, Jean-Pierre nous a quittés l'année dernière. Donc, c'est véritablement à l'origine une équipe soudée. C'est des amis, des ingénieurs, des docteurs. Alors, en particulier, donc, notre scientifique Jean-Dominique, qui est professeur à Sorbonne Université. L'orfèvre dans le domaine de l'acoustique, Johan Flavignard, qui est aussi ingénieur et aussi docteur. Et puis, moi, j'essaie de mettre la mayonnaise dans ce domaine-là. Je suis aussi ingénieur et aussi docteur en électronique et en physique. Voilà. Donc, on peut passer à la suivante. Donc, l'origine de ce projet, c'est véritablement répondre à un besoin. Le premier besoin, c'était de se dire, alors c'est pas nous qui l'avons dit, ce sont les conchiliculteurs, donc des personnes qui ont des exploitations de moules, d'huîtres et de tous ces coquillages qui étaient fréquemment dévastés par des bandes de dorades royales. Et donc, ils n'avaient pas de solution. Donc, ils avaient essayé de mettre des filets. C'est très mauvais, ça marche très mal et ça demande beaucoup de personnel. Donc, ils se sont posé la question de savoir si on pouvait utiliser un répulsif aquatique acoustique. La réponse a été c'est possible, mais encore faut-il que les enceintes qui vont produire et diffuser ce son sous l'eau puissent tenir dans le temps. Donc, ça a été vraiment la problématique qui a été posée par Ifremer, donc à Jean-Dominique, Johan et Jean-Pierre, et ils ont trouvé la solution. Donc, il y a un brevet qui a maintenant été délivré, qui est au niveau mondial. Donc, un brevet qui a été déposé, délivré, et 5 brevets, pour l'instant, qui sont en attente, qui sont sur des améliorations de ce système aquatique acoustique qui est un répulsif. Mais tout ceci, vous pouvez passer, Antoine, c'est véritablement le développement d'un socle technologique. C'était la possibilité de se dire, est-ce qu'on peut diffuser des basses fréquences, parce que justement les prédateurs, alors pas simplement les dorades, mais aussi les carpes asiatiques et d'autres prédateurs, sont sensibles, en particulier au travers de leur vessie natatoire, aux basses fréquences. C'est-à-dire on parle de l'ordre de 100 à 250 Hz. Et aujourd'hui, personne au monde ne sait produire des basses fréquences à coût contrôlé. C'est-à-dire qu'on peut faire des basses fréquences, mais ça va coûter très cher. Donc c'est véritablement cela. L'ingéniosité des deux experts qui m'accompagnent aujourd'hui, c'est véritablement avoir pu comprendre et diffuser ces sons basse fréquence de façon à être un répulsif. On peut y aller, Antoine. Donc, c'est ça l'origine. Donc, vous pouvez aller un peu plus loin encore. Donc, c'est véritablement cette base, ce besoin qui avait été exprimé et la solution
qui avait été apporté à cette problématique. Et bien évidemment, lorsqu'on est capable de diffuser des basses fréquences de qualité, et c'est là que tout le savoir-faire de PHL Audio, Manufacture de Vialet est venu, c'est-à-dire on est dans un milieu qui est hostile par rapport à tout ce qui est membrane d'un haut-parleur. Donc ils ont réussi à trouver des solutions, et ces solutions ont permis de vérifier que cette diffusion de qualité était aussi large bande. Ce n'était pas simplement se dire on va diffuser un certain nombre de basses fréquences sous l'eau, mais c'est aussi diffuser sur toute l'amplitude de ce que l'homme peut ressentir. Donc vous pouvez passer. Donc ça, c'était vraiment le socle technologique à partir de la problématique, donc les répulsifs. Et puis, on s'est aperçu que ces basses fréquences avaient non seulement la possibilité d'agir en dehors de l'eau sur le corps humain, et en particulier sur le squelette et les articulations, mais aussi être bien fait, avoir certains bienfaits dans le domaine du traitement des problèmes articulaires. Donc ça, c'était ce qu'on avait découvert, et on a vérifié que la possibilité de diffuser des basses fréquences sous l'eau avait véritablement un effet. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Et on s'est entouré, et d'ailleurs, il y a un médecin qui est là, je pense que Renaud David, vous êtes là, qui pourra en parler. C'est-à-dire que c'était vraiment cette possibilité de tester nos haut-parleurs en balnéothérapie, en thalassothérapie, et avec des personnes qui souhaiteraient et qui seraient volontaires dans ce domaine de test. Et c'est aussi la possibilité de voir au niveau de tout ce qui est traumatisme, est-ce qu'on peut récupérer plus vite avec ces massages sonores ou massages aquatiques. C'est véritablement ce bien-être sonore qu'on a essayé de mettre en exergue et qu'on a développé jusqu'à présent avec des tests et des protocoles qui vont suivre dans le futur. Donc, on avait véritablement cette origine avec des marchés, je ne dirais pas captifs, mais il faut savoir que les syndicats des conchyliculteurs regroupent 95% de la profession. Donc, on va dans le temps, et je pense que Johan va en parler bientôt, pouvoir refaire des campagnes de tests, et on devrait être, d'ici 12 à 18 mois, être capable de fournir aux conchyliculteurs un certain nombre de systèmes clés en main de répulsifs aquatiques. Dans le domaine des enceintes aquatiques, je ne parlerai pas évidemment de tout ce qui touche au ballet nautique, à la natation artistique, c'est-à-dire qu'on est en relation avec l'INSEP pour essayer de remplacer les systèmes aujourd'hui qui sont malheureusement limités en fréquence, de façon à offrir l'ensemble du spectre de fréquences que l'on puisse entendre sous l'eau. Alors, juste un détail, et je m'arrêterai là et je passerai la parole à Jean-Dominique qui pourra peut-être rajouter la notion scientifique, parce qu'il y a aussi des équipements scientifiques qui peuvent être utilisés. Je voudrais juste dire dans ce domaine-là qu'on est véritablement parti avec cette ambition de fournir quelque chose que l'on puisse ressentir sous l'eau. On n'est plus dans de l'écoute, puisqu'on est dans un milieu aquatique, c'est véritablement le corps qui va ressentir l'ensemble des fréquences, si on va en basse fréquence, mais on peut aussi ressentir de la musique sous l'eau. C'est le corps tout entier qui va être lui-même l'émetteur, le récepteur et l'émetteur de musique. Donc c'est véritablement une sensation tout à fait particulière. Donc je voudrais d'abord, Jean-Dominique, si tu peux dire deux mots par rapport à cet aspect scientifique en une minute ou deux. Et puis, il y a aussi un marché, même s'il est réduit, de cette possibilité dans des laboratoires d'utiliser cette génération de basse fréquence sous l'eau, parce que ces systèmes-là n'existent pas aujourd'hui à coût contrôlé. Bien, merci Pierre. Oui, je vais reprendre. Donc, effectivement, ces systèmes n'existent pas pour l'instant à des coûts gérables pour faire des basses fréquences. Or, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ces basses fréquences, en particulier la pollution sonore. Donc, nous faisons attention aussi à être en collaboration avec des spécialistes du domaine. Nous assiste sur ce projet, pour ne pas le nommer, Olivier Adam, qui est un des spécialistes mondiaux des baleines et qui a été enthousiasmé quand il a vu les possibilités de nos systèmes, parce que ça permet de pouvoir tester des communications avec les animaux. Donc, et surtout que nous sommes à des niveaux qui ne sont pas dangereux pour ces animaux. Donc ça, c'est un point très important.
L'autre point qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est le trafic maritime qui fait énormément de bruit et donc ça fait partie des questions scientifiques que notre système permet d'aborder, en particulier pour simuler le trafic maritime et se rendre compte de son effet sur l'environnement et la faune marine. Merci Jean-Dominique. Johan, toi qui as vraiment les doigts dans le cambouis haut-parleur, est-ce que tu peux nous faire un point sur l'état d'avancement du développement des prototypes? Alors, d'abord les prototypes qui répondent à la problématique primaire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire à l'origine de ces développements, c'est-à-dire ces répulsifs, et en particulier contre les dorades royales, et puis en parallèle, puisque nous avons, tu développes un certain nombre de prototypes que nous allons tester bientôt d'ailleurs dans une piscine qui est à côté, de façon à voir véritablement l'effet que cela donne, et puis les différents prototypes qui vont être utilisés par Renaud David du côté de Nice. Oui, alors merci Pierre et Jean-Dominique. Donc en effet, on a déjà des prototypes entre les mains et on est en train d'en concevoir d'autres. Les prototypes que nous avons entre les mains et qui sont orientés répulsifs acoustiques, donc pour les dorades royales, ils sont fonctionnels, donc ils sont aux performances en termes de bande passante, en termes de niveau. Ils ont été testés relativement intensivement, soit dans des bassins d'essais salés, soit en pleine mer, et à l'heure actuelle, ils sont fiables. Donc on va pouvoir démarrer en 2021 des essais sur le terrain long terme avec des conchiliculteurs pour pouvoir nous rendre compte de la pertinence du système global et du gain qu'il peut y avoir sur les prédations envers tout ce qui est moules et huîtres. Donc ça, ce sont des prototypes qu'on a entre les mains, sur lesquels on a un minimum de recul et qui sont pleinement fonctionnels. On a un deuxième modèle de prototype. Donc Pierre vient d'en parler, hein, c'est ceux qu'on va essayer dans les semaines à venir en piscine. Cette fois-ci, ces prototypes-là sont faits vraiment pour diffuser de la musique. Donc autant les répulsifs en bande passante, c'est ce qu'on pourrait appeler des caissons de graves. Ça fait uniquement des basses fréquences, donc entre 50 et 500 Hz, entre 50 vibrations et 500 vibrations par seconde. Et là, les prototypes piscine sont des prototypes dits large bande. Donc on a des premières mesures à notre disposition qui montrent que la bande passante, et ça rejoint une des questions qui vient d'être posée par écrit sur le chat, la bande passante de ces prototypes piscine est de 50 Hz, 12 000 Hz. Donc, juste pour référence, la bande de fréquence audible par l'oreille humaine dans l'air, elle est de 20 Hz à 20 000 Hz, donc de 20 vibrations par seconde à 20 000 vibrations par seconde. Dans l'eau, au-delà de 8 kHz, au-delà de 8000 vibrations par seconde, on n'entend quasiment plus rien, pour plein de raisons. Et donc là, on a un prototype qui nous permet de couvrir 50 Hz, 12 000 Hz. Donc en haut, il n'y a aucun souci. On est au-delà de ce que peut entendre l'oreille humaine. Et en bas, le 50 Hz, qui peut paraître une fréquence un petit peu courte pour ceux qui connaissent un petit peu la hi-fi dans le grave et se dire « Ah, 50 Hz, on n'a peut-être pas suffisamment de grave ». Dans l'eau, quand on a du 50 Hz à un niveau conséquent, il n'y a aucun souci. On le ressent tout de suite au niveau de tout le corps. Et comme l'a écrit Olivier Floriot sur le site de Happy Capital en termes de témoignages, on a limite l'impression d'avoir un subgrave dès ces fréquences-là dans l'eau. Donc ça, c'est des choses qu'on a entre nos mains. Et ce que l'on est en train de concevoir et que l'on prévoit d'avoir d'ici juin à septembre 2021, c'est un petit transducteur modulaire dont la bande passante sera de 50 Hz, 10 000 Hz. Et ce petit transducteur modulaire, son but, c'est de pouvoir être couplé. Donc, soit on en utilise un seul, et c'est pour des petites applications en spa, en jacuzzi, en baignoire, en kinésithérapie, donc dans un petit bassin, soit on en couple 10, 20, 30, 100, et auquel cas, on peut aller faire des tests grandeur nature en simulant un transducteur beaucoup plus gros ou beaucoup plus puissant pour des applications beaucoup plus variées. Donc ce petit transducteur, un seul, sera très bien pour de la relaxation en petit bassin, 3 à 10 transducteurs pour sonoriser une piscine pour un niveau type concert, 2 à 4 transducteurs pour de la natation artistique, et puis une centaine de transducteurs pour des applications type sondage de fond marin, communication à longue distance en pleine mer, etc. Et donc ces transducteurs-là, le but, c'est d'explorer un domaine
Et une fois qu'on l'a exploré, qu'on est en communication avec les professionnels du domaine, on définit un cahier des charges pour cette fois-ci concevoir un transducteur unique commercial. Johan, Antoine Dubat à l'appareil. Oui. Alors déjà, excuse-moi parce que j'ai écorché ton prénom, j'ai dit Yann tout à l'heure, désolé. Et tu dirais qu'on est plus proche d'un produit complètement, on va dire, détouré ou presque fini sur l'aspect dorade ou sur l'aspect piscine? Alors, pour l'instant, sur l'aspect dorade, on a un produit fini qui est là. Et sur les prototypes que l'on est en train de concevoir, pour l'application dorade, ce sera des associations de 3 prototypes pour pouvoir tester l'application. D'accord. Et donc, Johan, la question, je pense, sous-jacente, c'est se dire à quel moment on pourra potentiellement non seulement faire des tests, par exemple sur les tantaux dans la rade de Brest, par rapport à ces répulsifs. Et là, je vais répondre aussi à une question sur le chat. C'est aussi un répulsif qui peut être efficace par rapport aux carpes asiatiques. Il faut savoir que les grands lacs d'Amérique du Nord, et en particulier du Canada, sont infestés de carpes asiatiques. Et les carpes asiatiques, tout comme les dorades royales, sont sensibles aux mêmes bandes de fréquences, c'est-à-dire aux alentours de 150 à 250 Hz. Donc, c'est le marché que l'on va potentiellement atteindre, qu'on a attaqué et qu'on va potentiellement développer en France, qui est 1/50e du marché mondial dans la conchyliculture. C'est un marché qui est tout petit par rapport à la carpe asiatique. Et évidemment, à partir du moment où on imagine répulsif acoustique, aquatique, ça suppose qu'on peut envisager d'autres répulsifs par rapport à d'autres prédateurs. Donc ça, c'est dans nos cartons, mais ça n'est pas notre priorité. Mais c'est dans nos cartons. Donc pour continuer, Pierre, et pour répondre à ta question, donc pour des essais en pleine mer sur des applications répulsifs, on a nos prototypes type caisson de grave qui sont prêts dès maintenant et disponibles dès maintenant. Ces prototypes, donc ils ont une bande passante de 50 Hz, 500 Hz, avec un niveau qui se situe quelque part entre 170 et 180 décibels à 1 mètre. Alors, pour ceux qui connaissent les décibels dans l'air, c'est plus du tout les mêmes échelles, donc n'ayez pas peur. 180 décibels dans l'air, c'est considérable, c'est largement plus qu'une fusée au décollage. 180 décibels dans l'eau, c'est un niveau confortable sans plus. Donc, on a ces prototypes qui sont prêts, et ce que vont nous permettre les prototypes qu'on est en train de développer et qui sont prêts en juin et en septembre, c'est en les associant d'aller vers des niveaux beaucoup plus élevés, des bandes passantes beaucoup plus larges, pour tester si un élargissement de la bande passante ou une augmentation du niveau sont pertinents sur le marché des répulsifs. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que utiliser un groupe de haut-parleurs peut permettre aussi de répondre à la question de conduire les dorades vers des endroits où nous aimerions les pêcher. Donc il y a aussi cette application qui est envisageable. Pour l'instant, on est en train d'y réfléchir. De même que une des questions où est-ce que nous faisons les tests? Est-ce que c'est pertinent en Méditerranée? Oui, nous sommes d'ailleurs en communication avec des spécialistes croates qui sont intéressés par tester nos répulsifs en Croatie, où ils ont exactement les mêmes problèmes de dorades qui mangent ou qui dévorent plutôt la production de coquillages. Juste pour avoir un chiffre, parce que je sais, Pierre, vous l'avez en tête sûrement, c'est combien de pertes en euros? Est-ce qu'on peut l'évaluer sur un périmètre donné? Alors, je pense que lorsqu'on regarde le marché français, on tourne aux alentours de plusieurs centaines de millions d'euros et les pertes peuvent aller jusqu'à 30 à 50%. Dans une des questions, il y avait à laquelle a répondu Jean-Dominique par rapport à l'endroit où on pourrait faire des tests. Alors, au niveau croate, dans les tantaux, parce que ça s'est déjà fait il y a 7 ou 8 ans, et dans la rade de Brest, parce que là, ils ont observé des bancs de 15 000 dorades qui dévoraient l'ensemble de la production des conchyliculteurs de la rade de Brest en une journée. Donc, carrément, le chiffre d'affaires tombe à zéro à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, sur quelques centaines de millions d'euros, mettons sur 500 millions d'euros, je pense que l'effet de la dorade royale
qui vient dévorer les naissins, c'est de l'ordre de 30 à 50%. Du coup, vous voyez, Pierre, c'est le bon moment pour parler de combien ça coûte. Absolument, Antoine, vous avez raison. Pour une fois, vous avez raison, c'est bien. Alors, je vous en prie. Voilà. Donc là, je pense que tu peux peut-être un petit peu élaborer, Johan, par rapport à c'est vraiment une synthèse hein, avec des différences qui peuvent aller de 20 à 30%, mais c'est pour donner un ordre de grandeur par rapport à un répulsif. Oui, donc là, vous voyez sur la présentation un chiffrage de ce que vont coûter la fabrication de ces haut-parleurs. Ce chiffrage, il est basé sur plusieurs choses. Il est basé sur les prototypes actuels que nous avons entre les mains et qui fonctionnent. Il est basé sur le dimensionnement des futurs haut-parleurs commerciaux que nous prévoyons. Et puis, entre les prototypes qu'on est en train de faire et puis les applications commerciales qu'on a prévues, en ce moment même, on est en train de concevoir des haut-parleurs. Il y a des plans qui existent déjà. Il y a un certain nombre de chiffrages de la part de fournisseurs. Donc, on a une base solide pour pouvoir estimer correctement ces coûts. Donc, les centres de coûts sont divisés en plusieurs lignes. Le transducteur en lui-même, 200-300 euros. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la technique du haut-parleur, un haut-parleur dit électrodynamique, on va avoir un circuit magnétique avec un aimant permanent, une bobine mobile, un châssis, des éléments de suspension, une membrane. Donc, tous ces éléments vont revenir à 200 à 300 euros. Ça peut paraître important si vous connaissez un petit peu les haut-parleurs aériens. Un haut-parleur sous-marin, il est soumis à beaucoup d'autres contraintes. Notamment, il faut arriver à pousser toute l'eau qu'il y a devant. Donc, on a des circuits magnétiques qui sont largement plus costauds que ce qu'on peut trouver dans les haut-parleurs classiques, même les haut-parleurs professionnels. Ces circuits magnétiques, c'est du néodyme fer-bore. Donc, ça a un coût. C'est exactement la même chose qu'on met dans les éoliennes, par exemple. Ensuite, il va y avoir toute la coque qui va être autour. On n'est pas en train de parler juste du transducteur, on est en train de parler d'une enceinte complète. Donc le système de transduction qui va bouger, qui va faire bouger l'eau, qui va faire des ondes acoustiques. Et puis, toute l'enceinte qu'il y a autour, qui va permettre non seulement de pouvoir séparer, entre guillemets, l'onde avant de l'onde arrière, mais aussi protéger tous les éléments internes du transducteur de l'agression de l'eau. Donc à l'intérieur, on a de l'air, à l'extérieur, on a de l'eau. On a prévu des systèmes avec électronique embarquée, à la fois pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'ergonomie. Donc, il y aura à l'intérieur de ces enceintes de l'électronique. C'est on peut comparer ça à des enceintes dites actives. Par exemple, les enceintes de studio monitoring sont quasiment toutes faites comme ça. Il y a une amplification intégrée, etc. Donc, il y a à la fois une électronique de filtrage et une amplification de puissance. Donc, l'amplificateur de puissance, c'est un classique classe D. Il va y avoir une batterie pour pouvoir alimenter tout cela, et puis un système de recharge de batterie. Et puis, bien entendu, on a chiffré l'amortissement des coûts d'études, donc R&D, ingénierie, plus la main-d'œuvre. Donc, on a prévu dans l'histoire de la sous-traitance, nous, à Ocean Sunrise, notre cœur de compétence, c'est la transduction. Donc, entre guillemets, c'est de la mécanique. Donc, pour les parties électroniques, énergie, etc., on va s'adjoindre les compétences de partenaires. Donc ça, c'est chiffré dans les sous-traitances. Et puis, bien entendu, il y aura un effort marketing et commercial. Le chiffrage de SAV, pour l'instant, il est basé sur un taux attendu de défaut. Bien entendu, notre ambition, c'est de faire baisser ce centre de coût SAV largement plus bas que ça. Merci, Johan. Il y avait une question là de Pierre-Yves, mon voisin, sur la durée de vie cible de votre gamme. Donc, j'aimerais bien que tu y répondes, ou que tu tentes d'y répondre dans un premier temps, Johan. Mais je voudrais répondre à une autre question, la nature du partenariat avec la manufacture de Vialet. Il faut savoir que lorsque la problématique a été formulée par Ifremer, donc Jean-Pierre qui nous a quittés et Jean-Dominique se sont posé la question, ont été sollicités par Ifremer et ont trouvé une solution qu'ils ont brevetée. Et ensuite, il leur fallait trouver des gens compétents. Et en France, on parle de gens assez compétents. Je pense que dans ce domaine-là, ils sont allés voir la manufacture de Vialet, PHL Audio, manufacture de Vialet. Donc, c'est Johan qui nous ont été voir il y a quelques années. Et c'est lui, en collaboration avec eux, qui a véritablement mis au point ou transposé les idées brevetées dans la faisabilité d'un haut-parleur basse fréquence. Johan ? Oui, donc à l'origine, c'était ça. Alors, moi, à l'heure actuelle, je suis en poste à la manufacture de Vialet, je suis responsable d'usine. Et en effet, à l'origine, c'est moi qui ai conçu les premiers haut-parleurs, les premiers transducteurs.
en accord avec le brevet Ocean Sunrise et qui ont été déployés et essayés. Donc la durée de vie cible de notre gamme de HP, alors ça dépend de ce dont on est en train de parler. Pour les parcs conchilicoles, on vise une durée de vie de minimum 1 an et maximum 3 ans. Donc alors, quand je dis durée de vie, c'est pas qu'au bout d'1 an, ils sont bons achetés. Non, c'est qu'au bout d'1 an, il faut les entretenir. Donc c'est 1 an sans entretien, immergé pleine mer. Et l'entretien qu'on a prévu est minimum. Donc ça va être pouvoir enlever toutes les concrétions qu'il y a sur le haut-parleur de manière très simple. Donc on a prévu des solutions techniques pour pouvoir gérer les concrétions. Et puis tous les ans, il y aura, de même qu'on fait un contrôle technique pour une automobile, il y aura un contrôle qualité du transducteur pour voir si ses caractéristiques et ses performances sont évoluées. Et on vise une durée de vie de 3 ans sans entretien, donc une durée de vie de 3 ans entre 2 entretiens. Maintenant, la durée de vie complète du transducteur, avant recyclage par exemple, on est en train de parler plutôt de transducteurs qui vont avoir des durées de vie d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Enfin, moi, je suis habitué à concevoir des produits qui, pendant 15 à 20 ans, fonctionnent chez nos clients en se faisant oublier. C'est bien entendu ça que l'on va viser, et c'est en accord avec ce qu'on peut avoir, par exemple, dans l'industrie marine. Merci, Johan. Il y avait une autre question, je pense, c'était sur... ah oui, monsieur Madame Boucher, les grands fabricants de produits IFI font-ils aussi des recherches sur ce type de produit? Je pense que tu peux donner des indications là, Johan. À ma connaissance, non. Alors, il existe des transducteurs sous-marins, comme le disait Pierre tout à l'heure. C'est des transducteurs qui soit arrivent à produire de la basse fréquence, mais ne sont pas du tout à coût contrôlé, soit ce sont des transducteurs qui sont à coût à peu près démocratique, mais qui, en termes de bande passante et de qualité sonore, n'ont pas du tout les performances des premiers prototypes qu'on a entre les mains et de ce que l'on prévoit de faire. Donc, et les acteurs dans ce domaine-là ne sont pas du tout des acteurs IFI. Alors, on a Electro Voice, qui a un modèle de transducteur, c'est un tout petit transducteur qui fait une trentaine de watts, qui en termes de niveau et de bande passante, je vais dire que c'est un bruiteur plus qu'un haut-parleur. Et sinon, les acteurs majeurs du marché à l'heure actuelle, c'est des gens comme Lubel Labs. Donc, si vous vous intéressez à la hi-fi, le nom de Lubel Labs ne doit pas vous dire grand-chose. C'est soit des transducteurs prévus pour de la natation artistique, et encore avec une bande passante réduite, soit des transducteurs un peu plus gros, prévus surtout pour des applications militaires ou en lac, etc. Donc ce ne sont pas du tout les acteurs hi-fi qui sont sur ce genre de marché à l'heure actuelle. Et les technologies principales que l'on trouve dans les transducteurs sous-marins, c'est du piézoélectrique. Donc c'est une petite céramique qu'on vient déformer en lui appliquant un courant. Donc le piézoélectrique, ça permet très bien de monter en fréquence, mais ça ne permet pas du tout de faire des basses fréquences. Nous, là, notre innovation avec Ocean Sunrise, c'est justement de décliner la technologie électrodynamique, donc ce que vous avez chez vous dans votre chaîne hi-fi, dans votre téléphone, etc., sous l'eau. Et ça permet de faire des basses fréquences. Merci, Johan. Il y a une question sur les circuits de distribution. Alors, dans notre esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le marché d'origine, c'est-à-dire celui qui a vraiment été le trigger par rapport à notre ambition de créer cette start-up, c'était véritablement trouver une solution par rapport à ces répulsifs acoustiques, aquatiques, donc par rapport à la droite royale, par rapport à la carpe asiatique, etc. Donc ça, c'est vraiment un marché, comme je disais, captif, c'est pas le terme exact, mais quand on attaque 95% des syndicats de conchiliculteurs, si on leur présente un produit qui marche et qu'ils peuvent acheter et utiliser et qui est efficace entre au minimum 50 à 70%, c'est un marché qui devrait aller de l'avant. Nous sommes associés avec un industriel qui a l'habitude de travailler dans ce domaine-là. Maintenant, par rapport aux autres marchés, et en particulier celui de la piscine, il faut savoir que les équipementiers de piscine ne proposent pas en règle générale de sonoriser les piscines parce que justement, la sonorisation est de très mauvaise qualité. Cela étant, il se vend des dizaines de milliers d'équipements, des haut-parleurs de mauvaise qualité par an pour équiper les 2,5, 2,6 millions de piscines françaises. Donc, il est évident qu'à partir du moment où on va offrir quelque chose de nouveau, on va s'associer et on va aller voir. On a commencé déjà à discuter avec le leader européen de l'installation des piscines en dur. On va s'associer directement avec un producteur de piscines et un équipementier.
Ça, c'est dans ce domaine-là. En ce qui concerne les haut-parleurs par rapport à tout ce qui est bien-être, massage sonore aquatique, on va aller aussi par rapport à des gens qui sont dans le domaine médical de façon à certifier, suivant un protocole particulier, nos haut-parleurs. En sachant, et je pense que tu peux éventuellement en dire plus, Johan, après, que les haut-parleurs que l'on va utiliser vont aussi émettre sous l'eau et en dehors de l'eau, parce qu'il y a des personnes qui veulent aussi avoir la sonorisation de l'environnement autour de la piscine. C'est aussi ce qui fait notre différence. Oui, donc pour la sonorisation dans l'eau et hors de l'eau, alors déjà un petit mot sur ce que l'on peut ressentir. Pierre en a parlé tout à l'heure sur le fait qu'on ne propose pas simplement un système d'écoute, on propose un système de ressenti. Donc sur ce que l'on peut ressentir quand on est sur une écoute sous-marine. Alors, moi, j'ai pu l'expérimenter à l'occasion de 2 concerts sous-marins auxquels j'ai participé en support matériel. Donc, c'est des concerts sous-marins qui se font par une société qui est à Nice, qui en fait depuis une quarantaine d'années. Et depuis 40 ans, ils font des concerts uniquement avec du médium et de l'aiguille. Ils n'ont pas de grave, ils n'ont pas de solution technique. Donc, j'ai pu avoir la chance et l'honneur d'apporter mes caissons de graves sur 2 concerts, donc un à Deauville et un à Esch-sur-Alzette au Luxembourg, et d'étendre de plus de 2 octaves dans le grave, ce qui se faisait d'habitude sur ce genre de concert. Et donc, le ressenti est très particulier. Sous l'eau, les longueurs d'onde sont beaucoup plus grandes que dans l'air. Donc, les mécanismes de localisation de l'oreille ne sont pas activés, ou sont activés différemment. Donc, on a beaucoup de mal sous l'eau à identifier la provenance du son. Ce qui fait qu'on a la même impression que lorsqu'on écoute au casque un son mono. Cette impression, c'est celle que le son vient de l'intérieur de notre tête. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que compte tenu que l'eau est un fluide lourd et que les vibrations se transmettent très bien de l'eau au corps humain, une histoire d'impédance acoustique, eh bien, on n'a pas besoin d'aller sur des niveaux élevés pour commencer à ressentir ces vibrations dans tout le corps. Donc, on a à la fois l'impression que le son vient de l'intérieur de notre tête, et en plus, à chaque sensation sonore correspond une sensation vibratoire sur tout le corps. C'est une écoute que je qualifie souvent d'intime, d'intérieur. Donc ça, c'est une écoute très spécifique. Et ce qui se passe, c'est que tout son qui est diffusé dans l'eau ne se transmet pas ou très très peu à l'air ambiant. Donc on a beau avoir un niveau relativement important à l'intérieur du bassin, dès qu'on sort du bassin, on n'a plus rien. Donc si on veut pouvoir avoir une expérience multimodale complète, il faut à la fois avoir du son diffusé sous l'eau et du son diffusé hors de l'eau. Donc on a prévu chez Ocean Sunrise des systèmes complets, alors des systèmes qui sont du tout en un. C'est-à-dire qu'il existe à l'heure actuelle des systèmes notamment de natation artistique où on a une enceinte dans l'air, une enceinte dans l'eau. Là, nous, ce serait un objet unique qui diffuserait à la fois dans l'eau et dans l'air. Donc ça permet d'avoir tout le panel de sensations et de ne pas être frustré quand on entend quelque chose alors qu'on n'est pas dans la piscine et dès qu'on plonge on n'entend plus rien, et au contraire d'entendre quelque chose et de ressentir quelque chose dans la piscine, et une fois qu'on en sort, de n'entendre plus rien du tout. Si, je vais juste répondre là à Antoine, comment on respire dans les concerts sous-marins, mais on ne respire pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est que soit on se met la tête sous l'eau, soit on est allongé. Hein, Johan, qui a participé à cela. Donc, c'est véritablement être allongé avec une bouée éventuellement et ressentir au niveau des oreilles les sons qui sont émis dans la piscine. Donc, il y a bien une application là autour du bien-être sonore ou du massage musical sur laquelle vous comptez en termes de proportion de chiffre d'affaires à terme. Absolument. C'est-à-dire qu'à l'origine, lorsqu'on a fait la première ébauche du business plan, qui nous a permis d'avoir cette valorisation avec un commissaire aux comptes et d'essayer de voir un petit peu ce qu'il en était, on avait véritablement mis l'accent sur la prédation, ou l'anti-prédation, les répulsifs par rapport aux prédateurs marins. C'était un chiffre d'affaires. C'est toujours un chiffre d'affaires important, mais lorsqu'on a regardé ce qu'il en était par rapport aux potentialités du bien-être sonore, du massage sonore, du massage acoustique, on s'aperçoit que les deux courbes pourraient se croiser et l'une pourrait prendre le dessus. C'est-à-dire que nous sommes très confiants, et je pense que Jean-Dominique et Johan peuvent le confirmer, c'est-à-dire qu'au travers de ce que l'on est capable aujourd'hui de diffuser et des effets, et il vous l'a dit très justement, c'est-à-dire que c'est troublant,
parce qu'on n'écoute pas la musique, on la ressent. Alors encore une fois, je vous dis ça, si vous ne l'avez pas ressenti, vous ne pouvez pas comprendre, mais je vous invite bien rapidement à faire une commande par rapport à nos systèmes qui vont venir, de façon à ce que vous puissiez ressentir la chose dans votre baignoire. Et quand je dis baignoire, c'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas simplement dans une piscine pour la natation artistique, c'est aussi dans un bassin de balnéothérapie ou de thalassothérapie, mais c'est aussi dans un jacuzzi, c'est aussi dans une baignoire. C'est-à-dire qu'on est en train de faire du downsizing, d'avoir véritablement des haut-parleurs qui soient adaptés aux contenants. Hein. Donc, Johan, je ne dis pas trop de bêtises là. Aucune, strictement aucune, Pierre. Alors, mais ça donne envie, hein, messieurs, d'en avoir une dans sa baignoire, mais on n'a pas parlé de prix de vente, on a parlé de prix de revient. On a fait le tour hein, de manière assez complète, merci pour ça, Johan. On n'a pas parlé de prix de vente. Alors, là, vous avez vu tout à l'heure, le prix de vente, c'était de l'ordre de 1 500 € par rapport aux répulsifs aquatiques et acoustiques. En ce qui concerne tout le bien-être sonore, on a essayé de regarder, voir ce qui se faisait aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque je disais des milliers, je crois que les 15 000 systèmes qui sont vendus dans les piscines aujourd'hui, ce sont des systèmes qui ne marchent pas bien et qui sont vendus entre 100 et 500 €. Je parle des piscines de particuliers. Nous, on pense véritablement, à un moment ou à un autre, avoir un système qui soit du même ordre de grandeur, ou peut-être 2 fois cet ordre de grandeur, mais dans tous les cas, contraindre les coûts de façon à avoir des systèmes. Lorsque je parle du bien-être et du massage sonore, il est évident qu'on va avoir des protocoles médicaux qu'il nous faudra suivre. Par définition, on aura des qualifications et des certifications dans ce domaine-là qui vont monter les prix. On passera peut-être de l'ordre de 1 000 à 2 000 € maximum par rapport à un bassin de balnéothérapie. Mais si on regarde voir ce qu'il en est par rapport à un jacuzzi et une baignoire, je pense qu'on peut descendre à quelques centaines d'euros décemment sur des produits d'entrée de gamme. Johan, tu peux confirmer ça? Oui, je le confirme, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vous avez vu un chiffrage des coûts pour des systèmes relativement conséquents qui vont avoir plusieurs centaines de mètres de portée en pleine mer. Sur un usage baignoire avec un système beaucoup plus petit, beaucoup moins ambitieux en termes de niveau, on peut descendre les coûts de vente système complet grand public à quelques centaines d'euros. Du coup, Johan, Pierre, on avait une question de Monsieur Boucher. Il disait, finalement, votre priorité commerciale, comme il y a de multiples applications, est-ce que vous la donnez à l'éloignement des dorades ou à la sonorisation des piscines et je crois que dans cette sectorisation, il y a le bien-être. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à l'effort commercial que l'on devrait mettre pour vendre notre système, Jean-Dominique l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'au niveau de la Méditerranée, il n'y a pas simplement les Cantos et la France, il y a la Croatie, il y a l'Europe et il y a le monde. Donc, à partir du moment où on aura démontré avec 95% des conchyliculteurs que nos répulsifs acoustiques aquatiques marchent, je pense que ce marché-là, on n'aura pas grand-chose à faire par définition. Il nous faudra renouveler le parc. Si on réussit à équiper l'ensemble du parc conchylicole français, c'est un marché de plusieurs millions d'euros par an, simplement au niveau français. Donc, l'effort commercial ne nous paraît pas fondamentalement élevé. En ce qui concerne l'effort par rapport à la natation artistique, il y a 250 clubs en France, donc ce n'est pas un effort dramatique. Il faut savoir qu'on a dans nos amis des personnages qui travaillent à l'INSEP, qui sont directeurs ou directrices artistiques de la natation artistique française, etc. Je rappelle que les Jeux Olympiques 2024 approchent à grands pas. Donc on va essayer de faire le buzz dans ce domaine-là et on a pris rendez-vous potentiellement avant les Jeux Olympiques de Tokyo, vers mai-juin, pour faire des tests à Paris, à l'INSEP. Donc ça, c'est le deuxième marché, c'est un petit marché captif. Maintenant, dans tout ce qui est sonore, massage sonore, aujourd'hui, on va véritablement démontrer au niveau de nos protocoles qu'on a quelque chose de valide qui apporte un plus. Je pense que Renaud David, qui est notre médecin référent, va peut-être pouvoir rajouter quelque chose par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une attente certainement, même si elle n'est pas réelle, mais il y a un besoin de soins. Et ce renouveau dans les soins, immédiatement, on pourra attaquer ce marché de tous les équipements de balnéothérapie. Renaud, vous pouvez dire un mot par rapport à ça? Il est peut-être... Il est là. Il est parti.
On vous voit, Renaud, il faut que vous activiez votre micro. Bonjour, oui, désolé, le temps que j'active le micro. Pas de souci. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Pierre, dans le domaine de la santé, de plus en plus, on a une volonté de proposer des approches non médicamenteuses dans l'ensemble des soins. Alors, moi, je travaille particulièrement chez la personne âgée. C'est d'autant plus vrai chez la personne âgée qui est un enjeu de santé important quand on voit le vieillissement des populations. C'est un marché aussi qui est très important. Et c'est vrai que l'approche non médicamenteuse, non pharmacologique a de plus en plus le vent en poupe parce qu'elle est demandée par les patients. Et puis, elle fait de plus en plus la preuve de son efficacité. Et donc, parmi ces approches, il y en a certaines qui visent vraiment le bien-être à proprement parler, mais il y en a qui sont aussi là pour apporter du soin. Et donc, une des discussions qu'on avait eues avec Pierre Brisson, c'était notamment les maisons de retraite, les EHPAD, qui sont souvent démunis par rapport aux alternatives thérapeutiques qu'on peut proposer dans certaines modifications observées chez les personnes âgées en termes de comportement. Ça peut être des comportements d'agitation, d'anxiété, de stress. Et ces EHPAD ont souvent recours à la balnéothérapie simple, qui est très efficace. Et on sait que la musicothérapie ou l'utilisation des sons en général a montré des effets vraiment très probants, indépendamment de l'utilisation de la balnéothérapie. Et on cherche vraiment de plus en plus à avoir des approches multimodales et synergiques qui peuvent avoir un effet bénéfique donc sur les effets anxiolytiques, beaucoup sur l'effet calmer l'irritabilité, améliorer les phénomènes de dépression et de stress chronique. Alors, indépendamment des EHPAD, c'est un problème, on le voit avec le Covid actuellement. On a des populations archi stressées, archi déprimées. Et donc, c'était une réflexion qu'on avait, que cette conjonction de la balnéothérapie et de l'approche par musicothérapie pouvait fortement être bénéfique. Donc, pour nous, les deux ayant montré un intérêt individuel, l'aspect synergique des deux reste à montrer. Donc, c'est un des objectifs qu'on a avec l'équipe de Oceans Horizon d'équiper des balnéothérapies en EHPAD sur Nice et sur Paris et d'y adjoindre les haut-parleurs basse fréquence. Mais on a vraiment bon espoir que ce soit quelque chose de très synergique et de très bénéfique. Pierre, est-ce qu'on peut se dire que dans les 15 minutes qui nous restent, on passe 3 minutes à regarder d'un peu plus près les chiffres et les projections, et qu'après on ramasse les questions qui n'auront pas trouvé de réponse pour le moment? Oui, je voudrais juste quand même répondre à la question d'Alain là, par rapport à l'effet d'habituation au répulsif acoustique de certains prédateurs marins. Alors, il faut savoir, alors encore une fois, je ne suis pas le grand spécialiste de la dorade royale, mais au travers des études qu'on a faites, et en particulier avec Jean-Dominique, on s'est aperçu que la dorade royale, elle avait une vessie natatoire. Et la vessie natatoire, c'est très simple, hein, c'est comme un ballast dans un sous-marin, et donc il y a de l'air dedans. Donc, si on fait vibrer et qu'on va lui faire mal à 253 Hz, par exemple, je ne pense pas qu'elle s'habitue. Hein. À un moment ou à un autre, elle ne va pas s'habituer. Là où les répulsifs sont, certains prédateurs, il y a eu un phénomène d'habituation, ils n'ont pas de vessie natatoire. C'est-à-dire qu'on va leur faire mal à un moment ou à un autre, mais elles vont s'habituer au mal, un peu comme les antibiotiques, quoi. Donc voilà, à un moment ou à un autre, ça va être contourné. Donc ce que l'on fait, nous, c'est véritablement faire en sorte que on va utiliser notre système et il va avoir une influence physique très, très, très douloureuse. Donc, à un moment ou à un autre, ils peuvent se rapprocher, mais lorsqu'on a monté la puissance de la chose, on s'est aperçu qu'ils partaient en courant. Donc, pour répondre à votre question, on observe cette habituation sur certains prédateurs qui n'ont pas de vessie natatoire. Alors, c'est vrai que lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait regarder sur l'ensemble des prédateurs, il faudra faire attention et en fonction des prédateurs, vérifier qu'il n'y a pas ce phénomène d'habituation. Et vous vous souviendrez, j'arrêterai là-dessus, que j'ai parlé de 50 à 70%. Je n'ai pas dit 100%, parce qu'au début c'est 100%, et ensuite c'est peut-être 75%, et ensuite c'est peut-être un peu moins, et globalement on arrive à 50-70%. Et pour rebondir sur ce que disait Antoine Dubat tout à l'heure, par définition, quelle est la perte? Il vaut mieux perdre 50% à mon avis que perdre 100%. Donc aujourd'hui, on peut dire ça. Ça ne veut pas dire que demain, on n'aura pas une dorade royale nouvelle qui va s'habituer
à ce genre de choses. Alors, par rapport à la synthèse des marchés potentiels, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait vraiment ce sentiment qu'on pourrait être à la croisée des chemins. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, et Renaud vient de le rappeler, tout ce qui va tourner autour du bien-être du particulier, la rééducation, la kinésithérapie, Renaud ne l'a pas dit, mais il est aussi le médecin référent par rapport au traumatisme dans certains sports comme le rugby ou les sports de combat, les arts martiaux. Donc on est véritablement convaincu qu'il y a une ouverture. Tout ce qui est sonar, civil et militaire, on a une réflexion dans ce domaine-là. On est assisté par un de nos amis qui nous aide beaucoup, je pense qu'il est là, c'est Claude-Emmanuel Boisson. Donc il va véritablement nous apporter sa compétence dans le domaine. On a aussi, et je pense que Johan l'a évoqué tout à l'heure, le remplacement par des grids de transducteurs de ce qu'on appelle des air guns, des water guns, qui ont pour vocation de balancer véritablement au travers d'une explosion une onde qui va se propager pour aller regarder, voir, faire la prospection pétrolière par exemple. Donc véritablement dans ce domaine-là, on veut se développer. Pour les laboratoires R&D acoustiques, c'est un petit marché. La sonorisation de piscine, c'est un petit marché, enfin petit marché au niveau mondial, c'est un marché énorme, mais beaucoup de personnes n'ont pas acheté ou n'ont pas investi dans des systèmes de sonorisation parce que justement, ils n'ont pas les basses. C'est un petit peu comme si vous offriez aujourd'hui à quelqu'un une belle télé, qu'elle soit en noir et blanc, par définition, il manque quelque chose, quoi. Donc aujourd'hui, on est capable de couvrir l'ensemble du spectre. Donc ça va dans ce domaine-là. Donc le marché des répulsifs, pour nous, c'était véritablement celui qui allait décoller assez rapidement et qui allait vraiment atteindre plusieurs millions d'euros d'ici 3 ou 4 ans. On y croit toujours, mais on pense que tout ce qui touche au bien-être et tout ce qui va toucher à l'amélioration et à la récupération grâce à ce massage acoustique sonore devrait pouvoir exploser potentiellement. Ok. Merci pour cette éclairage sur les marchés. Alors, on en a parlé, hein, vous aurez une gamme de produits, 2500 € prix de vente, une gamme de produits plus abordable, plus grand public, avec un spectre de fréquences moins large. On a compris vos coûts de revient. On voit assez facilement que vous faites des marges brutes sur chacune des ventes, ce qui est de bon augure, évidemment. Alors, juste en termes de montage financier, Pierre, si on peut passer en revue très rapidement, voilà, combien vous levez, on a compris 200 000, pourquoi faire, et puis les potentiels de sortie, ce qui intéresse nos investisseurs aussi. Et on passera un petit peu de temps aussi sur votre business plan. Voilà, alors donc, lorsqu'on a dit qu'on levait 200 000 €, donc ces 200 000 €, on ira immédiatement un pour un au travers d'organismes par rapport à la subvention que sont BPI et par rapport à différentes structures de soutien, subventions, avances remboursables, prêts, etc. Donc les 200 000 € vont être multipliés par 2 par rapport à BPI, donc ça fait 30 ans qu'on fait ça, et puis par 3 potentiellement avec la région dans laquelle on pourra commencer à aller faire des tests, etc. J'ajouterai quand même que les systèmes de tests qui vont accueillir les haut-parleurs répulsifs sont financés par les syndicats de conchyliculteurs. C'est quand même assez important. Après avoir été financé par les régions et par un programme de la Commission européenne qui s'appelle FEAMP. Donc c'est un programme qui, à l'origine, a mis beaucoup d'argent de façon à arriver à ce genre de choses. Donc aujourd'hui, cet argent, c'est principalement pour alimenter notre ami Johan, qui le malheureux, dans son garage le soir, nous fait plein de petits haut-parleurs plus ou moins gros, j'allais rentrer en parenthèse. Donc il va venir un moment ou un autre où le malheureux, il va falloir faire en sorte que. Donc c'est véritablement avoir la capacité de faire cette production de pré-prototypage et de prototypes pour aller vers le POC, le Proof of Concept. Donc ça, c'est le premier grand poste de dépense. Le deuxième, vous l'avez compris, on a une politique de propriété intellectuelle et industrielle importante. Donc on a un brevet, 5 qui sont en cours de rédaction, on espère les déposer cette année. Ça coûte de l'argent pour les maintenir au niveau mondial, je le rappelle, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, et je pense que Renaud sera très sensible à ce que je vais dire, c'est qu'à partir du moment où on sollicite un certain nombre de structures, et en particulier la sienne et les 2 EHPAD qui disposent de balnéothérapie et qui sont candidates pour faire des tests, c'est véritablement un montage avec un protocole particulier.
qui va nécessiter un suivi médical, un suivi de tous les instants, et puis éventuellement le remplacement de tous nos haut-parleurs pour les ajuster au mieux. Donc tous ces montages et ces études que nous allons mener en parallèle ont un coût. Sur les 6 mois à 18 mois à venir, à chaque fois, avec Renaud, on va montrer 2 à 4 programmes. On a déjà identifié 4 programmes dans lesquels il faut un suivi médical par programme, un suivi d'une assistante, une aide-soignante, et puis différents tests, l'allocation de piscine à un moment ou à un autre, les démonstrations dans des, comme le disait Johan tout à l'heure, dans des concerts sous-marins, subaquatiques, c'est certain. Et puis, à un moment ou à un autre, nous allons confier nos systèmes à des fabricants. On a dit tout à l'heure qu'on allait voir les leaders européens dans un premier temps. D'ailleurs, un leader européen de la construction de piscine a comme égérie Laure Manodou. Donc, vous aurez compris que pour nous, c'est assez facile, à un moment ou à un autre, d'essayer de la voir pour lui faire tester nos produits. Donc, c'est véritablement dans ce domaine-là qu'il va nous falloir véritablement asseoir la production de prototypes et puis, à un moment ou à un autre, protéger l'ensemble des idées et des astuces, répondre aux problématiques, parce que ça fait, on disait tout à l'heure, à un moment ou à un autre, il va falloir faire un test pour vérifier qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a pas tout détruit, pas simplement au niveau du transducteur, mais au niveau de l'alimentation, de l'ampli, de la cellule solaire, etc. Et puis, tous les protocoles médicaux de physiothérapie, de kinésithérapie, de traitement par ces massages sonores et acoustiques doivent être accompagnés et ont un coût. Pierre, relativement à une des questions que posait M. Boucher, sa question c'est est-ce que De Vialet va pas vous racheter bientôt et moi ma question plus large c'est quand est-ce qu'on peut envisager une sortie d'un investisseur qui investirait aujourd'hui par rapport justement à un potentiel rachat d'un industriel qui aurait intérêt à déployer de manière encore plus massive que ce que vous pourriez faire votre technologie. Alors, par rapport à ce que disait l'investisseur, donc là, je vais laisser la parole à Johan, mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la stratégie de Vialet d'aller dans ce domaine-là. Ils nous ont accompagnés via Manufacture de Vialet et PHL Audio, et grâce à Johan et à ses compétences, de façon à développer à partir des compétences qu'ils avaient développées pour des haut-parleurs qu'ils savaient marcher de façon aérienne. Je ne pense pas que ce soit leur stratégie, mais je pense que Johan peut en dire plus par rapport à ça. Alors oui, je pense que je suis bien placé pour répondre à la question puisque j'ai déjà vécu un rachat par De Vialet. Alors je vais vous donner l'histoire très rapidement. Moi j'ai commencé à faire des haut-parleurs en 2006 chez une société qui s'appelait à l'époque PHL Audio, qui a été créée en 90 pour concevoir et assembler des haut-parleurs pour le marché professionnel, donc pour les concerts, etc. Et en 2012, De Vialet est venu nous voir. À l'époque, De Vialet ne faisait que des amplis. Et ils sont venus nous voir en nous disant on veut faire une enceinte active connectée. On est allé voir 12 sociétés de fabrication, des concepteurs et des fabricants de haut-parleurs qui nous ont tous dit que notre projet n'était pas possible. Voilà, vous êtes les 13e. Et puis nous, on a dit ok, nous, on pense que c'est possible. Donc, en 2012, je me suis lancé dans la conception des haut-parleurs graves et médiums de l'enceinte De Vialet Fantôme. C'est moi qui les ai conçus. Et puis en 2015, De Vialet nous a racheté. Donc, ils ont racheté PHL Audio. Et en 2017, PHL Audio a changé de nom pour s'appeler maintenant la Manufacture de Vialet. Et donc De Vialet, je les connais, c'est ma maison mère. Et à l'heure actuelle, alors sans non plus vous dévoiler des choses confidentielles ou des choses dont je n'ai pas le droit de vous parler, pour le moment, non, c'est pas, comme le disait Pierre, ça n'est pas l'ambition de Vialet de racheter Ocean Sunrise ou d'aller sur ce marché. Donc, et c'est aussi un des biens fondés de la création et de l'existence d'Ocean Sunrise, c'est de faire exister une société qui a l'ambition, l'envie et qui croit en ce projet de faire des haut-parleurs sous-marins avec toutes les applications qu'il y a derrière et de mener le projet à bien. Ok, alors du coup, j'ai pas ma réponse, une horizon de sortie en termes de délai. Là, si on prend le business plan, Pierre, peut-être vous pouvez nous le commenter très rapidement. C'est donc plutôt un horizon à 5 ans? Voilà, c'est vraiment dans notre esprit un horizon à 5 ans. Mais lorsque je vous l'avais dit, alors évidemment, je vous l'ai
bien vous, personne d'autre le sait, enfin sauf mes associés, c'est de dire nous sommes ouverts à tout. C'est-à-dire que notre ambition véritablement, c'est de mettre sur les rails subaquatiques notre société, vraiment aller au-devant des problématiques ou même répondre à un besoin qui n'a pas été identifié. C'est ce qu'on a dit par rapport au massage sonore, ça n'existe pas à basse fréquence, donc véritablement aller dans ce domaine-là, et à partir du moment où on constate l'explosion, donc on devrait constater d'ici 4 à 5 ans, on est ouvert à tout. Je ne voudrais pas oublier de répondre à Pierre-Yves, mon voisin, par rapport à la question de l'usage grand public en balnéo, en piscine. Est-ce que le produit est nomade ou installé en fixe? C'est pour ça qu'on veut aller voir les fabricants et les équipementiers, parce qu'on voudrait, dans le catalogue, il faut savoir que la France est le premier pays d'installation, et en particulier ça a augmenté de 30% depuis un an avec la Covid-19, de piscines particulières. Donc on voudrait qu'en amont, il y ait sur le catalogue ce choix d'un équipement qui ne soit pas simplement la filtration ou le nettoyage ou le chauffage, mais d'un équipement intégré. Soit c'est une piscine en dur, soit c'est une piscine en polymère, quel qu'il soit. On sait faire ça. Et bien évidemment, pour tous ceux qui en ont, on envisage, et donc je sais que Johan a aussi développé ça, c'est la possibilité d'avoir un système qui pourrait être soit avec une ventouse se fixer au fond de la piscine ou sur un bord de la piscine. Donc on pourrait être tout à fait nomade. Maintenant, par rapport à type de connexion, tout est possible. Ok. Johan, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est OK, Pierre, tu as tout dit. Donc, en effet, l'idée des démonstrateurs, des prototypes qu'on est en train de faire, c'est vraiment d'avoir un petit prototype modulaire pour pouvoir le mettre entre les mains de professionnels, le mettre entre les mains d'usagers, et derrière pouvoir déterminer un cahier des charges pertinent. Si le cahier des charges pertinent, c'est une gamme de produits à la fois nomade fixe, on aura une gamme de produits à la fois nomade fixe. Si le produit pertinent, c'est d'avoir un produit sur batterie et Wi-Fi, parce que les personnes n'auront pas confiance d'un câble qui va d'un ampli audio vers une piscine avec de l'électricité qui est mise dans de l'eau, on l'aura. Si maintenant il y a des personnes qui demandent au contraire, qui se disent moi si c'est sur batterie et Wi-Fi, ça va pas être puissant, ça va pas tenir la charge, et qui sont au contraire beaucoup plus rassurés par une installation avec un gros ampli, un truc filaire, et puis de pouvoir faire transformer leur piscine en boîte de nuit, les démarches que nous sommes en train d'engager vont nous permettre de déterminer tout ça. Et dans notre savoir-faire, dans les partenaires que l'on a, on a la possibilité de faire toutes ces choses-là. Bon, moi, ma lecture, c'est que vous avez vraiment un champ d'application large, et ça va jusqu'à la soucoupe flottante. Moi, je trouve que le nom marketing est génial. Donc, c'est un système flottant qui diffuse de la musique dans l'air et sous l'eau. Très intéressant. Absolument, absolument. On aime bien cela. Et on n'a pas mis beaucoup l'accent sur un autre domaine dans lequel peut-être, Jean-Dominique, tu peux dire quelques mots. C'est toutes nos relations, et en particulier avec tout ce qui a trait au sonar. Donc, je pense que dans ce domaine-là, on a été approché. Jean-Dominique a des contacts et il va vous en parler au niveau de Brest. Ce sont des personnes qui sont dans des domaines particuliers, donc qui pourraient être intéressées par nos technologies. Jean-Dominique? Oui, tout à fait, Pierre. Donc, à Brest, outre Ifremer, il y a un certain nombre de laboratoires qui travaillent en sous-marin, et qui, quand ils ont eu vent des caractéristiques de nos haut-parleurs, se sont montrés immédiatement très intéressés. Et puis, nous avons aussi des contacts avec l'école navale, et en particulier avec le professeur d'acoustique, qui est un très bon collègue à l'école navale, et qui donc peut nous aider à nous ouvrir les portes de tout ce qui va être sonar, etc. Donc, il y a déjà des applications qui ont été retenues ou du moins détectées, comme par exemple essayer d'empêcher les gens de s'approcher des zones militaires, par exemple. Bien sûr. C'est possible. Merci, Jean-Dominique. Merci beaucoup. Antoine, d'autres questions? Ça vous irait si on essayait de voir, voilà, je mets vos contacts, comme ça vous pouvez être joints par tout à chacun, tout pendant que j'essaie de ramasser là, parce qu'on est un peu hors temps, ramasser des questions qui n'auraient pas trouvé de réponse encore. On va se donner 3 minutes de plus, et je m'en excuse, j'ai pas réussi à faire tenir ça en 1 heure, mais encore 3 minutes.
On avait une question de M. Bouchier qui a trouvé une réponse. Nolwenn, allez-vous faire les tests, où allez-vous faire les tests de répulsifs? Ça, on en a parlé. Donc, on a dit que c'était essentiellement la Méditerranée pour commencer. Pierre-Yves, mon voisin, quelle est la durée de vie cible? On en a parlé. Monsieur Yvon, quelle est votre analyse sur les tests antidorades déjà réalisés? Ça, on n'a peut-être pas répondu. C'est-à-dire que dans le cadre du programme FEAMP, donc qui a duré 5 ans et qui a coûté 3 millions d'euros, donc financé en grande partie par la Commission européenne, les tests ont permis de vérifier l'efficacité, encore une fois relative, du répulsif aquatique par définition, du répulsif acoustique aquatique. Donc on sait qu'on peut repousser les prédateurs, et en particulier les prédateurs comme la dorade royale qui sont équipés d'une vessie natatoire. Cela étant, les tests qui ont été effectués, alors vous parliez des tantôt, on parlait de la Croatie avec Jean-Dominique, il y a d'autres domaines dans lesquels on est en contact, et éventuellement au Canada, dans les grands lacs canadiens et nord-américains, mais on a fait aussi des tests dans la rade de Brest, et donc ils ont observé une année où le répulsif était efficace à 97%, c'est un petit peu comme les vaccins, et puis une autre année où le répulsif était comme AstraZeneca, il était efficace à 55%. Alors, ils n'ont pas d'explication. La seule explication qu'ils ont mise en exergue, c'était de dire que peut-être que le prototype qui avait été mis à disposition par Manufactures de Vialet et par Johan n'était pas encore optimisé. Donc, on s'avance peut-être dans ce domaine-là, mais on a le sentiment qu'au travers des 3 années qui se sont écoulées, avec des tests qui étaient peut-être à un niveau inférieur, mais avec l'ensemble des vérifications qui ont été faites par Johan, je pense qu'aujourd'hui, on devrait être capable de répondre à la dorade royale. Mais pas 100%. Hein. Bon, merci. On a une question sur la Chine, qui est le premier producteur mondial d'huîtres. Est-ce que c'est un marché cible pour vous? J'imagine. Alors, c'est un marché cible, mais on a un peu peur quand même pour l'instant. Alors, c'est peut-être un peu d'une grande naïveté. Donc, on veut d'abord véritablement se concentrer sur l'Europe. Donc, on va passer de 5% de la France à 20% au niveau européen. Et on va ensuite aller au niveau canadien, non pas pour la dorade, mais pour la carpe asiatique. Et ensuite, on contactera nos amis chinois. Mais dans un premier temps, on va véritablement se concentrer et vérifier qu'on est très efficace par rapport à la dorade royale. Bon, messieurs, merci beaucoup pour cette présentation qui était très complète. Il y a du visionnaire dans votre projet, je trouve. Ça n'engage que moi, mais je trouve. Encore une fois, on a été surpris dès le départ de votre invention, et on est ravis de vous soutenir. Je rappelle quelques chiffres. Donc, déjà 40 000 € collectés. Sachez que le ticket minimum est de 600 € et que si vous investissez chez Anzara, vous bénéficierez d'au moins 18% de réduction d'impôt. Que vous dire d'autre chez Anzara, tout son détail est sur www.api-capital.com et qu'on vous souhaite le meilleur. Je vais vous laisser conclure, Pierre, Jean-Dominique et Johan, et je vous remercie encore pour le temps que vous avez bien voulu accorder à nos investisseurs. Merci Antoine. Alors, je réitère ce que j'ai dit au départ, hein, c'est grâce à vous et merci à Api Capital de nous avoir soutenus. Alors, je voudrais rajouter par rapport à ce que vous avez dit aux réductions d'impôts, c'est-à-dire que si quelqu'un dans le futur achète un système pour sa baignoire, il pourra bénéficier d'une réduction chez Ocean The Rise. Donc, par définition, on s'engage véritablement à faire des réductions dans ce domaine-là. Je voudrais donner la parole à Jean-Dominique d'abord pour conclure, et ensuite, Johan, tu auras le mot de la fin, d'accord ? Bien, merci Pierre. Oui, le mot pour conclure, c'est que tous les gens à qui nous avons présenté cette technologie ont été scotchés. Il n'existe pas de technologie équivalente aujourd'hui pour faire des basses fréquences, c'est-à-dire des fréquences en dessous de 500 Hz dans l'eau, à des coûts abordables. Et donc, le marché est vraisemblablement à créer aussi, également. Oui, bon. Merci beaucoup à Api Capital de nous avoir soutenus sur ce projet. Merci énormément de nous avoir permis de nous exprimer ce soir et d'échanger avec une communauté. Moi, ce que je peux dire, c'est que depuis 3 ans, ces haut-parleurs, je les développe. Alors, je les essaye. Hein. Le premier essai a été dans la petite piscine de 3 mètres sur 2 de mes gamins.
eux, ils étaient ravis que je leur dise, vous savez, vous êtes les premières personnes à entendre des caissons de graphes sous-marins au monde. Et donc, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect, en effet, commercial des applications. Et puis, il y a tout l'aspect humain. Moi, depuis 3 ans, j'ai vécu des choses que j'aurais jamais pensé vivre lorsque je me suis engagé il y a 15 ans à faire des haut-parleurs. Voilà, sonoriser la piscine de Megamin, participer à des concerts sous-marins, me dire qu'on allait repousser des dorades avec des haut-parleurs. Enfin, c'est des choses assez extraordinaires et il y en a bien d'autres. Ben, c'est de la bière, faire du vin. Enfin, il y en a énormément d'autres. Et peut-être que pour vous, lors de cette présentation, on a parlé de hertz, on a parlé de décibels. Enfin, tout ça, c'est un petit peu abstrait. Je suis vraiment impatient d'avoir entre les mains les premiers prototypes large bande qu'on est en train de faire. On va faire en sorte de les avoir le plus vite possible. Et tout ce que j'espère, c'est que le jour où on les aura entre nos mains, on puisse tous se réunir dans une piscine, une super ambiance de travail, tous en maillot de bain alors qu'on ne s'est jamais vu. Et à ce moment-là, j'aimerais que tout le monde ressorte de la piscine en se disant « Ok, mes oreilles n'en ont pas cru leurs yeux ». C'est joli. C'est joli comme fin. Bon, ben, je vous remercie encore, messieurs. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pourquoi pas.